Bonjour, allez, alors j'ai vu que tout le monde a fait des vidéos sur la rentrée littéraire, je suis méga à la bourre. Donc voilà, je me lance, on est dimanche, je suis rentrée hier de New York et je suis décalquée. Du coup, j'ai maké un petit peu cette affaire. Je ne sais pas si cette vidéo sera extraordinaire, j'en doute vu ma fatigue, mais je tente. Allez, c'est parti pour 4 livres de la rentrée littéraire. Et on commence avec le premier que j'ai lu, qui est Le Chant des Innocents de Polixi. En effet, j'ai adoré les deux précédents titres de Pier Giorgio Polixi que Gaël Meister avait traduits, et je me suis jetée sur leur troisième traduction. On va tout de suite parler du sujet un peu gênant, qui est le choix je vous avais prévenu, ça va être long. Les choix d'organisation de titres traduits par Gaël Meister. Gaël Meister, je suis fan de vous, vous le savez, mais là je ne comprends pas. Pourquoi avoir traduit celui-ci en troisième, alors qu'il, dans le temps d'écriture, mais aussi dans le temps de l'histoire des personnages, il arrive avant. Là, j'ai pas compris ce choix. Je sais pas. Bon, toujours est-il qu'on se retrouve avec un tome 3 qui est à peu près un tome 1. C'est un petit peu étrange, on a l'impression de lire Star Wars. Et voilà. Star Wars, c'est pareil, on commence par 4, 5, 6, 1, 2, 3. Et bien là, on a juste 3, 4, 1. Bref, ce n'est pas très grave. Parlons un petit peu de ce roman. Le personnage central de ce roman, c'est Vito Strega. Vito Strega, pour ceux qui ont lu les deux précédents titres, on le voit arriver dans le deuxième titre. C'est un policier italien. Les deux titres précédents se passent en grande partie en Sicile et le second en partie en Italie. Et celui-ci se passe exclusivement en Italie. Et on suit Vito Strega avant l'affaire du deuxième roman. Il est en train de divorcer, ou il a divorcé, je ne sais plus très bien. Il n'est pas bien du tout dans sa peau, il vit très mal le divorce. Il a fait une boulette au boulot, je ne vous dis pas quoi. Il est mis sur la touche, bref, rien ne va dans sa vie, il est très malheureux. Et voilà. Après, Vito Strega reste Vito Strega, c'est une force de la nature, c'est un très bel homme, très intelligent, il a toutes les qualités. Il devrait être un petit peu agaçant et malgré tout, on l'aime bien parce que justement, il est très humain, très attachant. Et il a énormément de faiblesses. Derrière toute cette force apparente, Pier Giorgio Polixi arrive bien à nous faire sentir ses faiblesses, toutes les ambiguïtés du personnage, surtout dans ce roman-là. Et du coup, il n'en est que plus touchant. L'enquête qui nous occupe dans ce roman se retrouve face à des personnes qui sont assassinées. Les meurtres sont d'une extrême violence. Celui qui ouvre le livre, la personne a été poignardée 85 fois. Et à chaque fois, ces meurtres sont perpétrés par de jeunes adolescents qui ont entre 14 et 16 ans, 17 ans maximum, et qui, sans aucune raison apparente, n'ayant aucun lien avec la victime, tout d'un coup, se sont acharnés avec une violence extrême sur ces personnes. Alors ça laisse tout le monde perplexe, d'abord parce que les tueurs sont très jeunes, il n'y a pas de lien. C'est des filles, des garçons de tous horizons, riches, pauvres, noirs, blancs, on ne sait pas, voilà, ça vient de partout, on ne comprend pas. Idem pour les victimes, il n'y a pas de lien, hommes, femmes, et il n'y a pas de lien ni entre les différents meurtriers, ni entre les différentes victimes, ni entre les meurtriers et les victimes. Donc la police patauge. Évidemment, heureusement, Vito Strega est là. Alors quand on lit ce genre de roman, typiquement le terme de page turner prend tout son sens parce que c'est vraiment ce que j'ai retenu de ce roman, c'est le côté haletant. C'est un roman qui vous tient en haleine, c'est un roman qui va vite, qui avance vite, et page turner dans le sens où vraiment on tourne les pages parce qu'on a envie de savoir. Est-ce que pour autant ce roman m'a entièrement séduit? Non. J'ai nettement préféré les deux précédents, j'ai nettement préféré les deux héroïnes des deux précédents romans où je trouvais la dynamique des personnages beaucoup plus intéressante et plus riche. Là, Vito Strega n'a pas suffi pour moi. Et le côté page turner, qui parfois peut être une qualité, là j'ai trouvé ça un petit peu trop. Parce que en voulant aller vite, très vite dans son enquête, etc., dans tous ses apports, dans toutes ces informations qui vous arrivent de toutes parts, il y a plein de personnages qui rentrent, c'était un peu too much pour moi. Honnêtement, je suis capable d'avaler beaucoup de choses quand il s'agit des polars un petit peu rapides comme ça. Moi, j'aime bien, je suis pareil avec les films. J'ai aucun problème avec le côté grand public, grosse cavalcade. J'aime plutôt bien ça. Et là, quand même, c'était un petit peu trop. J'étais
un peu déçue par ce tome. Après, ça reste un bon roman, ça reste... Je pense que typiquement, c'est le livre qu'on pourrait appeler lecture de plage, parce que c'est parfait pour lire dans un avion quand vous avez du bruit autour de vous, c'est parfait pour la plage quand vous avez du mal à vous concentrer. C'est une lecture qui ne nécessite pas de travail intellectuel, mais parfois on en a besoin. Parfois on a juste besoin de se détendre et de lire un livre comme ça, et pour ça, il remplit parfaitement son office. Et puis le personnage de Vitos Strega apporte beaucoup d'intérêt, sa façon d'enquêter, son approche de l'humain, c'est très intéressant. Mais une fois encore, là où j'ai trouvé en dessous, c'est que l'enquête aussi est en dessous. Dans les deux autres romans, notamment dans le premier, il y avait un espèce de, comment dire, pas d'apport philosophique, on va se calmer, c'est pas, mais d'apport un peu politique. Dans le premier, je me souviens, il y avait la question du doit-on tuer quelqu'un qui est un tueur, à la Dexter, vous savez, et vous aviez la Vox Populi qui votait pour savoir si on devait le tuer. On tombe sur un type, on sait qu'il est coupable, on sait qu'il a fait violer, torturer, tuer, etc. Est-ce qu'on le tue ou pas? Et je trouvais que le questionnement politique était hyper intéressant. Dans le deuxième, c'est pareil, il y avait pas mal de... C'était plus ésotérique, mais il y avait quand même une petite recherche philosophico-politique derrière. Dans celui-ci, je ne l'ai pas retrouvé. J'étais un peu déçue. Ça ne m'empêchera pas de lire les suivants, parce que je crois que je suis accro à Pier Giorgio Polizzi, à ses personnages, à l'Italie, à la Sicile, aux ambiances, aux personnages, aux deux flics femmes des deux premiers. Je prends beaucoup de plaisir à la lecture, mais si je dois faire un bilan, je dirais que celui-ci est très en dessous des deux autres pour moi. Voilà. Donc ça a été une petite déception, mais absolument pas un regret de lecture. J'ai toujours beaucoup de plaisir à lire cet auteur. Et on enchaîne avec une autre maison d'édition que j'aime beaucoup. Après les éditions Gallmeister, on va parler de l'Iconoclaste. Alors l'Iconoclaste cette année, ça a été un carton plein. Ils m'ont envoyé leurs 3 romans parce que j'arrivais pas à choisir entre les 3 romans. Et honnêtement, je suis tellement heureuse d'avoir eu les 3. 3 lectures incroyables. Et je vais pas vous en parler tous dans cette vidéo, mais peut-être de 2. Et le premier que j'ai lu, parce qu'il m'attirait énormément, parce que j'aime beaucoup Julia Carninon, c'est Sauvage. Alors Julia Carninon, elle aime les personnages féminins, c'est elle qui a écrit Liv Maria. Dans tous ses romans, vous avez des personnages féminins intenses, forts, très présents, très ancrés. Quand on la lit, on a l'impression de personnages féminins concrets. C'est ce que j'aime chez elle. C'est que parfois les personnages féminins, lorsqu'ils sont décrits par certains romanciers, on a l'impression d'abstraction, d'idée qu'un personnage féminin pourrait être remplacé par un autre personnage féminin et on y verrait que du feu, tellement les descriptions sont pauvres. En tout cas, la représentation qu'on s'en fait peut parfois être un peu pauvre. Avec Julia Carninon, c'est tout le contraire. Elle donne beaucoup d'ancrage, beaucoup de réalité à ces personnages féminins. Et dans celui-ci, on va lire un personnage féminin qui ne fait pas exception à la lettre. Elle s'appelle Ottavia, elle est italienne et elle, ce qu'elle aime, c'est cuisiner. Et comme dans ses romans précédents, son personnage va être en questionnement avec toute la vie d'une femme, par rapport à la société, mais par rapport à ce que nous sommes nous. Et un des sujets qui revient souvent et qui est très présent ici, c'est la maternité, bien sûr, mais vous avez aussi comme autre sujet la relation à autrui, la relation aux hommes, la relation au père et la relation à la société dans un métier qui est généralement plutôt masculin, à savoir cuisinier et tout ce qui a trait à la cuisine. Ottavia, j'adore ce prénom, ce qui la représente, c'est cette volonté de vivre et de se surpasser et d'aller au-delà. Je pense qu'elle est, après tous les romans de Julia Carninon, elle est à l'acmé. Elle arrive là-haut et on se dit, Ottavia, bon sang, mais quelle femme, quelle fille, quelle battante. Elle est étonnante, elle est courageuse, elle est tellement imparfaite. Elle fait des choix qui sont parfois troublants et c'est ce que j'ai adoré en fait. Et j'ai trouvé que l'écriture de Julia Carninon était particulièrement enlevée. Il y avait quelque chose de très
comment je pourrais dire ça, oui, de très enlevé, de très fort. J'ai eu aussi ce sentiment de page-turner. Je lisais, mais en même temps, les mots me happaient, me parlaient. C'était pas juste une addiction à l'histoire, c'était aussi une addiction à la langue. J'ai vraiment été accrochée à cette langue-là. J'espère que vous aurez l'opportunité de lire ce livre et j'espère que vous y trouverez la même chose que moi parce que quand on adhère à cette écriture et qu'on se laisse porter, ce roman est magnifique. Alors pour ce qui est du fond de l'histoire, Ottavia, son papa est cuisinier, il a un restaurant et elle, ce qu'elle aime, c'est cuisiner. Et à 15 ans à peu près, son père engage un apprenti et il va se passer un truc entre cet apprenti et elle. Et à partir de là, il va y avoir toute la vie d'Ottavia qui va se dérouler. Et elle a une vie très romanesque. Son mariage, ses enfants, les choix qu'elle fait. Ce choix de mettre sa carrière toujours en avant, certains diront au détriment de sa famille et de ses enfants, les choix audacieux parfois de ce personnage, les choix singuliers parce que tout le monde ne réagirait pas comme Ottavia, tout ça, ça la rend très concrète, très humaine, très touchante, très belle et très attirante. Et puis moi j'ai aimé qu'on fasse la part belle à une femme cuisinière. Ça n'arrive jamais en fait. J'ai lu il y a quelque temps un roman qui s'appelait Chef et qui nous parlait évidemment d'un homme qui fait la cuisine et évidemment d'un homme qui était méchant. Et oui, pour avoir discuté avec l'auteur, grand fan de cuisine, ayant travaillé pour le Michelin, oui, les hommes cuisiniers sont des dragons, excessifs, violents, méchants. Et la cuisine n'est pas un univers féminin. Alors même qu'à la base, la cuisine a été inventée par les femmes. Jusqu'au début du XXe siècle, c'est les femmes qui cuisinaient. Et à un moment donné, les hommes se sont rendus compte qu'ils pouvaient s'approprier ça aussi, et ils l'ont fait. Mais uniquement si c'est pour être un grand cuisinier, hein. Si c'est pour faire la cuisine au quotidien, non, il n'y a plus personne. Et donc, j'avais bien aimé Chef de Gauthier Pattistella. J'en ai fait une chronique dans une autre vidéo. Mais là, j'ai trouvé que c'était très au-dessus. Mais très au-dessus. Très au-dessus en termes d'écriture. Et très au-dessus en termes de narration, de personnages. Une partie intéressante du roman, c'est le rapport à la famille. D'abord, le rapport à son père, quand elle veut monter son propre restaurant, etc. Et puis, le rapport singulier qu'elle a à sa mère, et qui induit aussi une certaine forme de maternité chez elle. Maternité qui n'est pas simple. Et là encore, j'ai aimé qu'on nous présente un personnage qui n'est pas dans la grande tradition maternante, surtout qu'un personnage italien, toujours on a le cliché de la maman italienne, et là pas du tout. Vittoria, elle n'est pas comme ça, elle s'appelle pas du tout Vittoria, elle s'appelle Ottavia, n'importe quoi. Ottavia, elle n'est pas comme ça, elle est atypique, différente, singulière, je ne sais pas quel synonyme je pourrais vous trouver, et donc elle m'a séduite. Alors, sans mauvais jeu de mots, j'ai dévoré ce roman. Voilà. J'ai dévoré la langue de Julia Carninon, j'ai dévoré ce personnage que j'ai adoré, j'ai dévoré cette aventure, ces aventures, j'ai tout aimé. J'ai aimé être transportée en Italie, j'ai aimé la cuisine, j'ai aimé son rapport aux hommes, j'ai aimé sa différence face à la société, j'ai aimé son courage. Parce que d'une certaine façon, Ottavia, elle est quelque chose que je ne serai jamais. Ottavia, elle ne rentre pas dans le moule. Et moi, je viens d'un monde où on m'a expliqué qu'il fallait absolument rentrer dans le moule, se marier, avoir des enfants, avoir un travail, être fonctionnaire, c'est encore mieux que tout. Tout ce monde pétri de clichés qu'on m'a appris dès toute petite, coiffe-toi, présente-toi bien, mange correctement, mais pas trop, tout ça, voyez. Toutes ces choses-là, et moi je suis un pur produit de tout ça. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, bla bla bla, je suis fonctionnaire, moi j'ai fait des études, j'ai tout fait bien dans les cases. Est-ce que j'ai des regrets? Non, mais est-ce que je suis fascinée par ce type de personnage? Totalement. J'aurais aimé avoir le courage quand j'avais 18 ans de dire fuck à tout ça et de me barrer et de faire autre chose et... Bon voilà, c'est trop tard, c'est raté, mais en tout cas ce que j'enseigne à mes enfants c'est de vraiment ne pas s'en laisser imposer par la société
Et quand je lis ce type de roman, je suis ravie parce que j'y retrouve cette force et cette sauvagerie que j'aurais aimé plus savoir. Voilà, désolée pour l'instant confession, mais c'est vraiment un roman qui m'a touchée. Je pense que je suis juste très fan de Julia Kerninon. Allez, j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Et le roman suivant dont je vais vous parler, il s'agit du dernier livre de Laurent Petit-Mangin, Les Terres animales. Alors, c'est un roman paru à la Manufacture de Livres. Vous savez que j'aime beaucoup la Manufacture de Livres et que j'aime beaucoup Laurent Petit-Mangin, notamment son premier roman qui m'avait absolument ébloui. Je l'avais d'ailleurs choisi pour représenter ma médiathèque dans un réseau de lecture auquel je participais il y a quelques temps. Et il a gagné. Et j'en étais ravie, j'ai pu interviewer Laurent Petit-Mangin avec beaucoup de plaisir. C'est vraiment un auteur qui écrit très très bien et que j'aime beaucoup. Et si je prends le temps de vous préciser que j'aime beaucoup cet auteur, c'est parce que ce qui va suivre va être beaucoup moins fun. Parce que je n'ai pas du tout aimé ce roman. Alors, de quoi ça nous parle? Alors, nous sommes dans un roman post-apocalyptique, je pense qu'on peut le dire comme ça. Il y a eu des radiations, quelque chose, et donc il a fallu confiner des gens par zone. Et donc la plupart des gens, 98% des gens, se sont centralisés dans ces zones non contaminées. Mais certaines personnes ont choisi de vivre dans les zones contaminées et d'y rester. Et on va suivre donc la vie de 5-6 personnages au milieu d'autres qui sont restés dans un village et qui vivent dans ces zones contaminées en prenant le risque d'eux, qui doivent survivre, alors qui ont quand même accès à de la nourriture dans des supermarchés, des choses comme ça. Et ça a un côté très roman post-apocalyptique à l'américaine, mais ça n'en est pas. Vraiment, on est sur un univers très français, avec une approche très française de ce type de démarche littéraire. Alors pourquoi est-ce que certains ont choisi de rester vivre dans les zones contaminées? Ils ont tous des motivations différentes. Les personnages principaux qu'on va suivre, c'est un couple et ils ont perdu leur enfant et ils ne veulent pas laisser la tombe de leur enfant derrière eux. Et donc ils choisissent de rester là où est la tombe de leur enfant. Et on va les voir vivre leur amitié, leurs amours dans ces terres désolées. La recréation de relations humaines dans un monde qui n'est plus celui qu'on connaît. C'est un désert humain, la terre est empoisonnée, comment vit-on? Et il se passe un petit quelque chose qui change tout. Un des personnages principaux, une des femmes, est enceinte. Ce postulat de base, franchement, je le trouve hyper séduisant. Et là où dans Ce qu'il faut de nuit, j'avais été totalement subjuguée par les choix audacieux de Laurent Petit-Mangin, par ce qu'il nous amène, et là, je suis restée de marbre. Je n'ai ressenti aucune émotion à la lecture de ce roman. Je me suis ennuyée. Ennui total. Et pourtant, le roman est court, mais ennui total. Les personnages, j'ai eu du mal à m'y accrocher. J'avais un sentiment de tourner en rond. Là où certains romans que j'ai lus, typiquement Dans la forêt de Jean Egland, mais d'autres, pourtant Dans la forêt il y a 2 personnages, elle arrivait à nous faire une narration très longue et nous raconter plein de choses. Et là il y a plus de personnages, c'est plus court, et j'avais une impression de ronron. Et je trouvais que l'évolution psychologique et l'apport narratif, la psychologie des personnages, etc., je n'ai pas trouvé mon compte et je me suis lassée très vite. Et j'ai commencé à le lire, un peu comme ça, en me disant, il faut que je le lise, c'est la rentrée littéraire, je veux avoir un avis dessus, donc je le termine. Mais honnêtement, je l'ai terminé presque par obligation. Je ne peux pas développer plus, mais ce livre, vraiment, je suis passée à côté. Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour dynamiser le récit? Je ne sais pas. Je ne suis pas écrivaine, je ne sais pas ce qu'il aurait fallu mettre en plus, mais je sais qu'il y a trop de choses qui m'ont manqué. Donc, celui-ci, ce n'était pas pour moi. Et on termine avec le roman qui sera sans doute le coup de cœur de cette vidéo, Les voleurs d'innocence de Sarah Walker. Et nous voilà repartis avec Gaël Meister. Et Gaël Meister nous offre là un petit bijou. Mais merci Gaël Meister d'avoir traduit ce roman que j'ai tellement aimé. Alors on va suivre l'histoire de 6 sœurs.
Attendez, je vais vous lire les prénoms parce que j'arrive pas à les retenir tous. C'est que des prénoms de fleurs. J'ai une passion, mais c'est sincère, une passion pour les prénoms de fleurs. Et ma fille porte un prénom de fleurs. Vraiment, je kiffe les prénoms de fleurs. Donc, ces 6 personnages féminins s'appellent Aster, Rosalinde, Kala, Daphné, Iris et Hazel. Alors, il y a des trucs, vous allez me dire, à moins que vous soyez super fort en botanique, ce qui est possible, mais moi, ce n'est pas mon cas. Il y a des trucs que je dis, c'est des fleurs. Aster, Kala, c'est des fleurs. Donc, du coup, je suis allée voir. Donc, je vais vous les mettre ici. Alors, Aster, Rosaline, c'est pour la rose. Kala, Daphné, Iris et Hazel. Voilà les 6 fleurs, les 6 belles héroïnes dont on va suivre le destin. Alors, nos héroïnes vivent dans un milieu extrêmement privilégié. Elles vivent dans le château, le gâteau, qui est une espèce de château très gothique, too much. C'est pour ça qu'elle l'appelle le gâteau de mariage. Elles vivent dans un milieu extrêmement riche, puisque leur père est le descendant d'une famille de propriétaires de création d'entreprises d'armes à feu. Vous savez, c'est Colt, Winchester, voilà. Donc c'est un nom qui serait équivalent à ces noms-là qui nous parlent. Bien sûr, c'est un nom inventé. Et cette famille-là est donc extrêmement riche et s'est enrichie en vendant des armes. Et on va suivre la famille Chapelle. Donc le père, héritier de cette entreprise d'armurerie, la mère, comment est-ce qu'elle s'est retrouvée à épouser cet homme-là? Cette histoire m'a fascinée. Et leurs 6 enfants. Et on nous explique que dans la famille, malheureusement, chaque fois qu'une femme tombe enceinte et qu'elle accouche, elle accouche d'une fille et elle meurt en couche. Donc, cette mère de famille qui épouse ce monsieur Chapelle, sa mère est morte en lui donnant naissance, tout comme la grand-mère était morte en donnant naissance à sa mère, et ainsi de suite. Il y a une espèce de malédiction qui plane sur cette famille. Et quand elle tombe enceinte, évidemment, elle a très peur et il y a beaucoup de psychologie, c'est extrêmement bien décrit, mais elle ne meurt pas. Et elle donne naissance à une fille. Et elle donne ensuite naissance à 5 autres filles. Et pendant tout le temps, cette mère, on la prend pour une folle parce qu'elle n'arrête pas de dire qu'il y a un loup quelque part, que leur destinée, ça ne va pas le faire, qu'il y a quelque chose. Et on va suivre cette histoire à travers la narration d'une des 5 sœurs. Alors, ce n'est pas un secret, on le sait dès le début. Et on sait dès le début, des 6 sœurs, pardon, une des 6 sœurs, et que les 5 autres sont mortes. Donc, on sait que la destinée va être fatale, que sur ces sœurs, il y en a 5 qui vont mourir, qui vont avoir un destin fatal. Et la 6e, pourquoi est-ce qu'elle va réchapper à cette tradition, à cette malédiction? Et ce roman, la façon dont on nous amène les choses, la beauté de la langue, la beauté de ces destins féminins. Alors, il faut savoir que ce roman est entièrement féminin. Il est écrit par une femme, il est raconté par une femme, il est raconté par une femme qui nous parle de femme, qui nous parle de sa mère, qui nous parle que de femmes en fait. Pendant tout le roman, tous les personnages principaux, mais vraiment principaux, ce ne sont que des femmes. Il n'y a que des femmes. Vous avez de façon anecdotique le père et puis d'autres personnages masculins qui arrivent, mais c'est dérisoire. Vraiment, ce roman est un roman entièrement féminin. Et par là, je ne veux pas forcément dire féministe, même s'il l'est par certains aspects. Il est surtout féminin et j'ai adoré ça. Alors, j'ai oublié de vous préciser, et c'est important que ça se passe dans les années 50. Donc, là encore, un contexte pour les femmes assez particulier. Belinda, la mère d'ailleurs, subit énormément cette société. On la prend en plus pour une folle, pour couronner le tout. Elle voit des fantômes. Donc, il y a un contexte familial très compliqué, extrêmement gothique. À ce niveau-là, c'est parfait. J'ai adoré. Et il y a un autre aspect que j'ai trouvé magnifique dans ce roman, c'est l'aspect artistique. Alors vous avez l'art d'abord qui est très présent dans les descriptions, dans le château, dans l'aspect gothique, dans la représentation des fleurs, etc. Et très vite vous avez des peintures partout. La mère peint des fleurs partout dans la chambre de ses filles. Ce qui revient tout le temps, c'est les odeurs. Elle sent des odeurs, etc. Donc tout ce qui est de l'ordre du subtil, du visuel, de l'olfactif, etc. est extrêmement présent.
Et notre héroïne, celle qui raconte l'histoire, celle des 6 sœurs qui ne meurent pas, elle est peintre. Et dans sa façon de voir le monde, de choisir sa vie, de peindre, elle est très proche de Georgia O'Keeffe. Alors très clairement, c'est assumé. Je crois qu'elle le dit dans le roman. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'elle le dit en note de bas de page ou peut-être en préambule. J'ai oublié, mais vraiment, il me semble que dans le roman, elle dit que, évidemment, ce n'est pas anodin si son personnage principal ressemble à Georgia O'Keeffe. On est vraiment dans cette mouvance-là, dans cet univers de peinture très féminine, très sexuelle et très, avant-gardiste, osée, gonflée. On dirait tout simplement gonflée. Alors, autant vous dire qu'un personnage principal féminin qui peint comme Georgia O'Keeffe, qui nous parle de femmes, de ses sœurs, d'histoire familiale, dans une ambiance gothique, dans un château gothique. Mais j'ai pris un pied. Alors, j'en avais parlé en story à Floris, qui voulait le lire, et je lui avais dit, je ne suis pas sûre. C'est un roman que je crains de conseiller parce qu'il est tellement atypique. Je sais qu'il ne plaira pas à tout le monde. Mais ceux qui aimeront, venez m'en parler. Si vous n'avez pas aimé, venez pas m'en parler, je ne veux pas le savoir. Je serais trop déçue. Ah, j'ai encore touché le micro. Mais si vous avez aimé, venez me le dire. Parce que j'ai envie d'en parler avec quelqu'un qui l'a lu. J'ai encore trouvé personne qui l'a lu. J'ai envie de savoir que vous avez ressenti les mêmes émotions que moi, de savoir que ça vous a bouleversé, de savoir que ça vous a touché, que vous avez aimé la beauté de cette langue, la beauté de ses destins, la beauté des choix stylistiques, la beauté de ce choix artistique assumé, parallèle à Georgia O'Keeffe. J'ai adoré. Il y a dans ce roman quelque chose d'extrêmement sombre. Et il y a aussi énormément de lumière. Franchement, ce roman, lisez-le. S'il vous plaît, lisez-le. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vais en tourner rapidement une autre parce que j'ai lu d'autres romans et je ne veux pas faire des vidéos trop longues. J'ai déjà tourné 40 minutes. Donc je vais couper, mais voilà, je ne veux pas faire des vidéos trop longues. Donc assez rapidement, je vais proposer une autre vidéo avec d'autres très belles lectures. Vous allez voir, très belles lectures à venir, notamment chez l'Iconoclaste. Allez, je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Ciao!